Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Les boiteux. Mythes, génétique et chirurgie. Médecine à travers les siècles. Collection dirigée par le Dr Xavier Rio. L'objectif de cette collection est de constituer une histoire grand public de la médecine ainsi que de ses acteurs plus ou moins connus, de l'Antiquité à nos jours. Si elle se veut un hommage à ceux qui ont contribué au progrès de l'humanité, elle ne néglige pas pour autant les zones d'ombre ou les dérives de la science médicale. C'est en ce sens que, conformément à ce que devrait être l'enseignement de l'histoire, elle ambitionne une vision globale et non partielle ou partiale comme cela est trop souvent le cas. Dernière parution. Flory Duranteau, Les dents de l'homme. De la préhistoire à l'ère moderne, 2011. Patrick Pognant, La répression sexuelle par les psychiatres. 1850 à 1930. Corps coupable, 2011. Patrick Pognant, Psychopathia sexualis de Krafft-Ebing. 1886 à 1924. Une œuvre majeure dans l'histoire de la sexualité, 2011. André Fabre, Hashish, chanvre et cannabis, L'éternel retour, 2011. Xavier Rio, dentiste héroïque de la Seconde Guerre mondiale, 2011. Marie Francisset, Le chirurgien dentiste dans le cinéma et la littérature du XXe siècle, 2011. André Fabre, De grands médecins méconnus, 2010. Xavier Rio, Odontologie médico-légale, entre histoire et archéologie, 2010. Dominique Lenaine, Léonard de Vinci, un anatomiste visionnaire, 2010. Xavier Rio, Histoire de la médecine dentaire, 2010. Xavier Rio, pionnier de la chirurgie maxillofaciale, 1914 à 1918, 2010. Frédéric Dubrana. Les boiteux. Mythes, génétique et chirurgie. Préface de Dominique Lenaine. L'Harmattan. Du même auteur. Luxation congénitale de la hanche, aspect anthropologique, historique et médical. Ed. Soran médical. F. Dubrana, Ch. Lefebvre, Béphénol, Delenaine. Montpellier. 1998. Manuel des voies d'abord en chirurgie orthopédique et traumatologique. Ed. Masson. F. Dubrana, Delenaine, Ch. Lefebvre, Monsieur Prudhomme. Paris. 2002. Trucs et astuces en chirurgie orthopédique et traumatologie, tome 1, 2, 3, 4, 5. Ed. Soran médical, F. Dubrana, Y. Pouréron, Monsieur Prudhomme, Delenaine, Ch. Lefebvre. Montpellier. 2000 à 2011. Trucs et astuces en chirurgie du genou. Ed. Soran médical. F. Dubrana, Ch. Lefebvre, Delenaine, 2004. Les prothèses de hanche sans ciment de première intention. Technique opératoire, problèmes et solutions. Ed. Springer Verlag. À d'Ambreville, F. Dubrana, Pecker, R. Petit, Arrêt. 2003. Équilibrage ligamentaire et prothèse totale de genou. Ed. Soran médical. F. Dubrana, et Sisemi, Ph. Néret. Montpellier. 2005, réédition 2010. Ligature et suture en chirurgie, Ed. Springer Verlag. F. Dubrana, Ph. Pasquier. Paris. 2010. Réparation tissulaire à la jambe. Ed. Springer Verlag. Delenaine, A. Fabre, F. Dubrana, W. Paris. 2011. Cahier du cercle Nicolas Andry, collection T1, T2, tome 3, T4, T5, ed. Soran médical. Montpellier. 2007 à 2011. Copyright L'Harmattan, 2011. 5 à 7, rue de l'École Polytechnique, 75 005 Paris. http://www.librairieharmattan.com. Diffusion.harmattan@wanadoo.fr. harmattan@wanadoo.fr. ISBN 978 2 296 55 529 7. EAN
9 782 296 555 297. Préface. Dans son ouvrage, Frédéric Dubrana nous invite à découvrir et à explorer la boiterie, avec une approche dépassant largement le cadre strictement chirurgical. Il nous entraîne loin dans le passé, du mythe du boiteux véhiculé par l'Antiquité, dès la période assyrio-babylonienne, et porté par les mystères qu'entourent l'absence de vérification anatomique humaine, à une réalité anatomo-clinique qui jeta au XVIIIe-XIXe siècle les bases des premières tentatives de traitement de la luxation congénitale de la hanche. De la boiterie symbolique, il passe à la boiterie symptôme d'une déformation de naissance. Mais ce raccourci par trop schématique reflète bien mal la pensée de Frédéric Dubrana, dont les qualités d'écriture ont éveillé ma sensibilité, au travers d'un voyage dans l'histoire qui nous fait découvrir des personnages aussi opposés que Richard III et la Gervaise de Zola. Frédéric Dubrana nous révèle que la boiterie traduit plus qu'un simple symptôme. Il met en exergue et développe dans son ouvrage non pas une approche, mais plusieurs approches de la boiterie, partant de la mythologie pour arriver à la génétique, en passant par la philosophie, la chirurgie, l'anthropologie, la morale ou encore l'éthique. Le lien très particulier que Frédéric Dubrana établit entre amour et boiterie le conduit à commencer par le mythe du dieu Héphaïstos né boiteux, affublé d'une tare humaine qui ne le rend pas moins aimable, amoureux, et cultivant le bonheur, alors même que pour Galien, la boiterie physique traduit à contrario une imperfection de l'âme. Oui, il est possible d'être boiteux et d'aimer ou d'être aimé. C'est encore le cas des Amazones, femmes guerrières mutilées du sein droit que les Grecs vénéraient telles des déesses et dont la légende voulait qu'elles préférassent faire l'amour avec des boiteux. Au début du XXe siècle, l'idée que le déhanchement favorisait l'amour fit l'objet de descriptions truculentes par le docteur Ludovico Followell, rapportées in extenso par Frédéric Dubrana, que l'on pourrait aujourd'hui considérer comme parfaitement décalées, si elles n'étaient pas intégrées dans leur contexte du début du XXe siècle, et qui font intervenir des causes extérieures susceptibles de stimuler le clitoris, telle la pratique de la bicyclette ou le travail sur machine à coudre. Frédéric Dubrana livre ainsi à notre connaissance la constance du mythe du bonheur et de l'amour liés aux boiteux et boiteuses, à partir de quelques récits historiques où se mêlent les références aux dieux comme aux mortels, aux rois comme aux roturières. Au XVIIIe-XIXe siècle, la boiterie symptôme prend un nom, celui de luxation de la hanche. Les prémices d'une compréhension éthiopathogénique et anatomopathologique de la déformation, et par conséquent, les premières tentatives de traitement, n'anéantissent pour autant nullement le mythe d'une guérison non médicale. Au XIXe siècle, les malades réclament aux fontaines salutaires aux vertus thérapeutiques de l'eau une guérison de la boiterie. Des traces de ces croyances subsistent encore dans nos jours. Frédéric Dubrana ne rappelle-t-il pas, en évoquant les ex-voto du sanctuaire et la source de Quercignan à Plounévez-le-Christ, vers lesquels convergent des pèlerins du monde entier? Parallèlement, certains facteurs sont incriminés dans l'apparition de la luxation, qu'ils soient sociaux ou anthropologiques. La pratique de l'emmaillotage fit partie de traditions armoricaines ou laponnes, dont l'analyse de l'effet délétère vint à en déterminer la cause et par conséquent à rejeter cette forme de langeage en Bretagne, au milieu du XXe siècle. Quelques vestiges de cette pratique sont toujours exposés à la vue des Florentins, sous la forme de 14 médaillons, représentent chacun un enfant emmailloté, chef-d'œuvre de grâce et de délicatesse, ornant la façade de l'hôpital Santa Maria degli Innocenti à Florence. Le Damani, grand nom de la médecine associé à la luxation de hanches, avançant un concept anthropologique pour en expliquer la fréquence, il rattacha la notion de race à l'intellect et à la luxation, ajouta à ces descriptions de la maladie quelques égarements dans le raisonnement qui perdurèrent malgré tout jusqu'au milieu du XXe siècle. Si l'origine de la luxation congénitale n'est toujours pas connue, Frédéric Dubrana en évoquera l'origine génétique, avec l'intérêt particulier qu'il développe dans ce domaine de recherche, abandonnant les frasques anthropologiques de l'Eudamanie. Mais le gène n'est pas une réponse univoque à l'énigme des origines de la luxation. Frédéric Dubrana incrimine, au fil de ses démonstrations, le hasard biologique d'une rencontre fortuite de facteurs pour expliquer l'apparition de la maladie. L'ouvrage aborde ensuite les aspects thérapeutiques d'une maladie, qui motiva l'intérêt du célèbre baron Guillaume Dupuytren, du méconnu et controversé François Humbert,
ou de Charles-Gabriel Prava lorsqu'ils commencèrent à en percer les profonds secrets. Les premiers traitements forcèrent l'homme de science au questionnement sur l'efficacité et l'intérêt des techniques proposées, questionnement d'ordre médical, technique comme éthique. Frédéric Dubrana montre à quel point, par méconnaissance de l'avenir des hanches réduites et des complications potentielles, bref de l'homme dans une approche holistique, le chirurgien se trompa, se concentrant sur la hanche malade, présumant que la correction de la seule difformité serait gage de bien-être. Il pose une question au caractère intemporel. Qu'est-ce qui est bien pour le patient? Ou que dois-je faire face aux déformations orthopédiques? Sa réponse n'est plus seulement chirurgicale, car le traitement relève autant des progrès des connaissances médico-chirurgicales que de la valeur morale de l'action médicale. La devise qui marqua la fondation l'Académie de chirurgie le 3 août 1843, « Vérité dans la science, moralité dans l'art », ne nous rappelle-t-elle pas que l'exercice de la chirurgie intègre le cadre plus large de la condition humaine? En se situant dans une logique du restituo ad integrum, l'homme a toujours pris le risque de se placer dans une démarche où seule la perfection physique devrait devenir l'objectif prioritaire. Les premières tentatives de réduction chirurgicale de ces hanches fin du XIXe siècle, sous prétexte de normalisation occultant les risques non mesurés, étaient-elles justifiées? La chirurgie, c'est la prise en compte de l'organe malade et de celui qui en est le propriétaire, la personne. C'est faire mieux ou aussi bien que la nature, ce qui rejoint réellement les fondements de la médecine hippocratique. Mais la plupart du temps, il faut se l'avouer, la chirurgie n'a pas cherché à nuire, au contraire, elle a toujours agi dans le bien du patient souffrant, avec les connaissances les plus poussées à disposition, mais elle a pu nuire a posteriori avec notre vision d'homme du présent. Frédéric Dubrana introduit aussi implicitement dans son discours la notion de norme. Fait social, loin d'être immuable, ce qui est la norme d'un jour peut être en dehors de la norme le lendemain. La blancheur livide de Gabriel d'Estrée et de sa sœur dans le célèbre tableau de l'école de Fontainebleau, gage de beauté, a cédé le pas à une course au bronzage de nos sociétés occidentales, quitte à récolter quelques dangereux mélanomes. Le canon de la beauté, dont Albrecht Dürer fut le premier à se préoccuper chez la femme, est passé de formes généreuses aux mannequins amaigris dont on peut déplorer de nos jours le calvaire. Cet ouvrage se lit avec délice. Le style accrocheur, le contenu captivant sont à l'image de son auteur, le professeur Frédéric Dubrana, qui saura certainement éclairer les esprits vierges de toute notion sur le thème de la boiterie et les guider dans cette aventure humaine, comme il pourra attiser la curiosité du lecteur occasionnel, ou encore susciter l'intérêt du scientifique, en quête d'éléments dans le cadre d'une recherche ponctuelle sur le sujet. Chacun pourra ainsi y puiser une source d'inspiration, sa source de plaisir ou d'apprentissage. Il ne me reste qu'à féliciter mon ami Frédéric Dubrana, pour la qualité littéraire et le contenu scientifique de son ouvrage, et à l'encourager à persévérer dans le monde de l'écriture. Dominique Lenaine. Professeur des universités, chirurgien des hôpitaux, Centre hospitalier régional universitaire de Brest. Historien des sciences et des techniques, Centre François Viette, Université de Nantes. Avant-propos. L'élaboration d'un acte chirurgical, aussi simple soit-il, est complexe. Penser et agir sur le corps malade dépasse la problématique d'une médecine qui ne se voudrait qu'action. La réalisation d'actes chirurgicaux comme le traitement de la luxation congénitale de hanche dépasse la simple logique syllogistique qui s'appliquerait logiquement à la chirurgie. 1. Les boiteux ont une hanche luxée. 2. La luxation est réductible. Donc, les boiteux sont soignables. Nonobstant, la guérison est complexe et ne dépend pas de telles prémices, aussi justes soient-elles. On rejoint en médecine opératoire la pensée de Henri Poincaré, 18 541 912, qui écrivait à propos des sciences mathématiques: « Le syllogisme ne peut rien nous apprendre d'essentiellement nouveau et si tout devait sortir du principe d'identité, tout devrait aussi pouvoir s'y ramener. » Mais en se coupant d'une logique déductive, la médecine opératoire s'écarte pour un temps des apostrophes. Une médecine qui ne se voudrait que science. Elle rejoint en partie la pensée de Henri-Ernest Sigerist 1857 à 1957, d'une autre médecine, une médecine sociale. La médecine n'est pas une branche de la science et ne le sera jamais. Si l'on tient absolument à dire que la médecine est une science, elle est alors une science sociale.
2. Il n'y a pas au sens propre comme au sens figuré de petites interventions chirurgicales. Le traitement de la boiterie est porté par son histoire, sa justification est mythologique, judiciaire, technique et scientifique. La boiterie va nous permettre de connaître un autre corps, un corps articulaire altéré, dont l'approche est sous-tendue par le métissage du savoir, appelé savoir populaire. Un savoir basé sur une prescience culturelle, propre à chaque civilisation. L'étude de la boiterie nous montre que l'identification et le traitement, qui en découlent, relèvent autant des progrès des connaissances médico-chirurgicales que de la valeur morale de l'action médicale. En clair, il ne suffit pas de reconnaître les progrès médicaux pour comprendre l'émergence d'une thérapeutique mais aussi éclaircir ce qui la rend morale. Ce livre est organisé autour de 3 concepts historiques, le temps mythique, le temps ethnographique et le temps médical. Cette division, qui place arbitrairement la chronologie au cœur de l'histoire de cette maladie, vise à faciliter la compréhension du lecteur. Cependant, l'analyse de la boiterie dépasse la simple chronologie historique, car les conceptions se sont entrecroisées au cours du temps, comme en témoigne de nos jours la persistance des fontaines salutaires et des lieux de dévotion magique. Ces lieux modernes, qui semblent temporellement anachroniques, apparaissent comme une réponse collective à un mal toujours peu connu, la boiterie. Celle-ci, même partiellement libre de tout traitement, semble prisonnière de son pourquoi original. 1 Henri Poincaré. La science et l'hypothèse. Paris, 1902. Réédition. Aide de la Bohème. Paris, 1992, page 17. De Mirko Degrmec. Histoire de la pensée médicale. Aide. Seuil. Paris, 1995, page 18. Il est mythe. Une conception quelconque ne peut être bien connue que par son histoire. 3. Le mythe du boiteux est ancien et même séculaire, on le trouve dans toutes les civilisations. L'un des textes les plus anciens que nous avons remonte à la période assyrio-babylonienne. C'est dans ce berceau de l'histoire, cette plaine située entre les 2 grands fleuves l'Euphrate et le Tigre, que la civilisation mésopotamienne laissa à la postérité un texte d'oniromancie environ 1500 ans av. J.C. Si dans une ville, il y a beaucoup de femmes boiteuses, la ville sera heureuse. Si dans une ville, il y a beaucoup d'êtres intelligents, destruction de la ville. Si dans une ville il y a beaucoup de fous, la ville sera heureuse. Si dans une ville, il y a des femmes barbues, l'épidémie saisira le pays. 4. L'autre mythe faisant référence aux boiteux se situe à la même époque chez les Égyptiens. Leur dieu Ptah, celui des orfèvres et des joailliers, dont le temple se situe à Memphis, est adoré sous la forme d'un nain aux jambes torses. Cette représentation est somme toute logique, car les orfèvres égyptiens étaient généralement des nains. Ptah a été adopté par les Grecs sous le nom d'Héphaïstos. L'appropriation de cette divinité memphite est mentionnée par Hérodote, 440 av. J.C., qui dans l'enquête rebaptise Ptah sous son nom grec Héphaïstos. La folie fit commettre à Cambyse bien d'autres excès encore envers les Perses comme envers ses alliés. Pendant son séjour à Memphis, il fit ouvrir des sépultures anciennes et examina les corps qu'elles contenaient. Il pénétra dans le temple d'Héphaïstos et se gaussa fort de la statue du dieu. Elle ressemble beaucoup en effet aux pathèques, ces images que les Phéniciens promènent sur les mers à la proue de leurs vaisseaux. Pour en donner une idée à qui n'en a jamais vu, je dirais qu'elle représente un pygmée. Cambyse pénétra encore dans le temple des Kabyres, où le prêtre seul a le droit d'entrer. Il fit même brûler leurs statues avec maintes railleries. Ces statues ressemblent aussi à celles d'Héphaïstos, dont les Kabyres sont, dit-on, les fils. 5. Les Grecs, en assimilant le dieu Ptah, vont l'intégrer à leurs odyssées mythiques, mais le dieu olympien, en quittant l'infortune physique d'un anisme héréditaire, est devenu relativement fort et beau tout en gardant une glorieuse boiterie. En modifiant l'image de son corps, Héphaïstos est double. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.